Il dit, j'ai embauché un employé la semaine passée. Il est rentré lundi matin à 7 h. À 11 h, il s'est sauvé par une fenêtre. Mais des gestionnaires tueurs en série, ça existe. Il faut comprendre. RH attire, le gestionnaire fidélise. Quand la fierté d'une équipe part, l'argent tombe un sujet premier. Hello tout le monde, allô Martin, allô Chloé, comment ça va? Ben oui, Ça content va d'être très là encore bien, une fois. toi? Hey, ça va vraiment bien. Super excité qu'on poursuive notre discussion par rapport à... La dernière fois, on était sur l'entreprise, ça, là, on a effleuré pas mal de sujets, mais aujourd'hui, on rentre dans le vif parce qu'on va parler de nos gestionnaires. On s'était laissé la dernière fois sur une question pour que vous vous posiez à la maison. Donc, quel pourcentage de vos gestionnaires savent vraiment garder du monde dans l'entreprise? C'est bien ça? Exact, parce que c'est ça la grande question, parce que c'est eux qui ont le potentiel de garder les gens. Donc, il faut se poser la question. En ce moment, si je prends mon monde, puis je fais un pourcentage avec ça, bien, ça va donner un petit peu en même temps une évidence du problème ou de confirmer ce qui va bien chez nous. Comment on fait ça? Comment qu'on mesure ça? Bien, écoutez, là, c'est sûr que pour cette question-là, c'est une question de... C'est sûr que si on regarde le taux de rétention, exemple, là, Ouais. on avait parlé au dernier podcast aussi, mais le taux de rétention par département et pas seulement par organisation. Parce que, tu vois, j'étais justement chez un client la semaine passée, il me dit, Martin, il dit, on a perdu 6,5 % de notre monde dans l'organisation, une boîte de 300 employés. Et là, j'ai dit, mais il est où le problème? Bien, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des départements qui vont bien, il y en a qui c'est plus problématique. Donc, si on veut être capable de faire de vraies stratégies, il faut être capable d'avoir de la précision. Donc, on parle de taux de rétention ou taux de roulement par département. Et ça va nous donner la réponse où est le gestionnaire qui peut-être en ce moment n'a pas la capacité ou le gestionnaire qui fait très bien. Mais aussi, il faut quand même mélanger deux données. Parce qu'évidemment, un gestionnaire qui s'occupe du département de comptabilité versus un gestionnaire qui s'occupe du département d'expédition, qui est un des départements en passant les plus durs à fidéliser en ce moment, bien, c'est sûr qu'ils n'auront pas le même taux. C'est tout à fait normal. Mais si on compare un gestionnaire d'expédition avec un autre gestionnaire d'expédition, bien là, on arrive avec une logique qui dit, bien, en ce moment, bien, un taux de rétention logique moyen pour ce département-là devrait être 2. Et là, on met notre barre, puis à partir, bien, qui sont en haut, qui sont en bas. Est-ce que c'est une des premières étapes que vous faites avec vos clients ou ça entre Bien, en c'est sûr ligne de que, compte quand? soyons honnêtes, un client qui nous appelle, c'est rarement parce que ça va trop bien. Là, fait qu'évidemment, c'est souvent le premier niveau d'alerte, c'est un client qui commence à perdre son monde, qui remarque que dans certains départements, bien, il y a des menaces de départ. Ça parle beaucoup de salaire. Quand la démobilisation s'installe dans une organisation, bien, vous allez voir d'ailleurs, on va en parler dans un futur podcast, mais l'humain à dernier recours, il fait quoi? Il se rabat sur le salaire. Je ne suis pas obligé de me faire chier chez vous, mais si tu veux que je me fasse chier chez vous, ben il faut que tu me payes plus. Fait que quand c'est la dernière chose qui reste, il mise sur le salaire. Fait que souvent, un département problématique, quand la fierté d'une équipe part, ben, l'argent tombe un sujet premier. Hey, c'est tellement intéressant, ça. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Oui, plusieurs fois. Oui. Vraiment Oui. plus. Ben, Est-ce plusieurs fois. que tu as Oui. déjà mordu à ça? Non, parce qu'avec Summit, tu sais, nous, on a un système, dans le fond, avec des objectifs par niveau. Fait que ça nous protège de ça, ce système-là. C'est Ouais. comme, tu sais, t'arrives pas à tes objectifs financiers, je peux pas t'augmenter. Fait que ça me protège énormément dans ce niveau-là. Mais c'est plus des gens qui me challengent en gang. Genre, le système, on le trouve pas juste, puis on aimerait ça le changer. Fait que définitivement, probablement que j'ai mordu, mais en voulant changer, tricher le système ou whatever. Il attaque mais... le système, tu sais. Exact. Au lieu de juste l'argent, puis je veux une augmentation de salaire, mais s'il fallait que je négocie une par une, ça aurait été encore plus l'enfer que ça Ouais, l'a c'est déjà fou. été. Fait que c'est pour ça que tu sais, je ne veux pas non plus vendre le punch de ce qu'on va parler, mais si j'ai rien à perdre, bien, ce qui va arriver, c'est que c'est là que la fidélisation d'une équipe, pourquoi je partirais chez le voisin, de l'autre côté de la rue, pour gagner 2 piastres de l'heure de plus? Ben, si j'ai rien à perdre, parce que je ne suis pas connecté avec mon gestionnaire, je ne trippe pas sur ma job, je ne suis pas fier de travailler là, ben je me dis, garde, me faire chier ici, me faire chier chez le voisin d'en face, au moins, je vais gagner 2 piastres de l'heure de plus. Ben oui, 100 %. Mais si je suis fier de travailler dans mon organisation, je trippe avec mon équipe, je trippe avec mon gestionnaire, est-ce que je vais tout sacrifier ça pour 2 piastres de l'heure de plus? Fait que c'est là que la notion psychologique embarque sur ma relation avec l'argent. Puis c'est pour ça, puis évidemment, vous allez voir, je vais en parler encore, mais c'est sûr, si je me fais offrir 10 piastres de plus de l'heure, bien, je vais peut-être accepter de me faire chier dans une job, mais le montant financier va changer un peu ma vie. Puis ça va faire que je vais emmener ma famille en voyage cet hiver, oui ou non. Bien, des fois, je vais accepter volontairement de faire ce sacrifice-là. Mais il faut que ce soit un gap qui est majeur.
Quand on arrive où, finalement, après impôt, je vais sauver ou faire 100 piastres de plus dans le mois, clairement, s'il l'a choisi, c'est parce qu'il n'y avait rien à perdre. Il n'était pas heureux. Exact. Est-ce que tes clients, les clients de Team Factory, sont souvent du genre à avoir mordu à des menaces oui. du genre? Ouais. Écoute, Fait que là, plus que mordu, ils ont sauté à pieds joints dedans. Ils se ramassent à payer trop cher des employés qui sont même plus engagés. Exact. Souvent, là, on le voit moins. OK? Mais au début de la pénurie de main-d'œuvre québécoise, on retourne vers 6-7 ans. Puis, je suis sûr que les employeurs qui nous écoutent en ce moment, puis moi, le premier, hein, ça te passe par l'esprit de dire, si je suis lui qui paye le plus cher de mon industrie, c'est-tu moi qui recrute tout le monde? Fait que ce qui fait que, il y a quelques années, on a vu des augmentations de salaire de fou dans certaines organisations qu'on pensait qu'en misant sur l'argent, je pouvais recruter et garder mon monde. Mais la réponse à 50 %. Ils ont réussi à recruter, mais ils n'ont pas réussi à garder leur monde. Fait que c'est pour ça que l'argent attire, mais l'argent ne fidélise pas. Fait que c'est pour ça que c'est toute une mathématique qu'on doit discuter, qu'on doit penser, qu'on doit se faire une stratégie pour ne pas tomber dans un piège, parce qu'un salaire, ça s'augmente, mais ça ne se baisse pas. Hein. Fait que si tu as augmenté ta masse salariale d'un montant à X à travers l'organisation, puis que finalement, là, tu as mis une pression financière sur ton organisation parce qu'évidemment, il faut que tu augmentes ta barre d'objectifs si tu veux garder la même profitabilité. Je dis bien pas pour faire plus, juste pour atteindre et protéger le même niveau. Bien là, ce qui fait que là, tu fais juste déplacer le problème. Fait que là, tu as réussi à tirer du monde, mais là, tu mets une pression sur une autre équipe pour qu'il augmente tes objectifs. Fait que là, ce qui fait que souvent, là, en plus, tous ces gens-là qu'on a attirés, on réalise qu'après 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ils partent. Mais la barre n'a pas le choix de rester au même niveau. Fait que là, finalement, ça rattrape l'organisation. Bon, vas-y. Comment on peut outiller les gestionnaires pour ces contextes-là? Ou c'est quoi la C'est ça la suite? bonne question. Tu sais. Nous, on prend un exemple, l'exemple d'un seau. Écoute, c'est rien de génial comme image, mais ça aide juste de le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis d'ailleurs, là, on rentre dans, tu sais, je parlais qu'on va outiller nos auditeurs. Ça, c'est une première image que je veux que nos auditeurs se fassent dans leur tête. C'est que il faut que la responsabilité soit claire entre les RH et les gestionnaires. Évidemment, créer une marque employeur, créer un salaire qui a du sens, créer des conditions de travail qui a du sens, je ne dis pas que c'est mal. Mais ça va attirer du monde vers l'organisation. Parce qu'évidemment, quand tu as 150 000 postes disponibles, si tu as l'air d'une business des années 82, ça se peut que, tu vas tomber, tu tomberas pas le premier choix du travailleur aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas obligé, il a le choix. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, se créer un endroit, un espace qui devient attirant, ça, clairement, c'est pas notre gestionnaire de plancher, sa production qui drive ça. Zéro. Fait que ça se passe souvent au niveau de RH, marketing, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fidélisation, la rétention de notre personnel. Puis ça, moi, je dis toujours, notre métier à nous, c'est pas de travailler le recrutement puis d'attirer. Écoute, les gens, marque employeur, c'est une spécialité, il y en a. Nous, on parle de rétention du personnel. Qui a la capacité de retenir nos gens dans l'organisation? Autrement dit, de retenir l'eau dans le seau versus un seau troué, ce que tout le monde passe au travers. Ça, c'est la responsabilité de nos gestionnaires. Fait que ça, on revient à notre question du dernier podcast, de dire, est-ce que mes gestionnaires, ils ont cette capacité-là? Est-ce que mes gestionnaires, c'est un seau troué où j'ai beau traquer les meilleurs talents de Sherbrooke, de Montréal, de Québec, mais un coup que l'humain est dans mon seau, c'est un seau troué, il va passer une période de temps chez nous, le temps un temps très court, puis finalement, il va menacer de quitter. Fait que c'est pour ça que cette notion-là de rétention, il faut comprendre, RH attire, le gestionnaire fidélise. Puis ça, il faut que ce soit très, 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 très clair, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des organisations qui ont mis de la pression sur les RH de trouver des façons de garder les gens. Ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Et moi, les amis, là, je parlais avec une RH, elle me dit, Martin, puis évidemment, elle ne m'a pas dit qui, mais elle dit, j'ai un département. Elle dit, je recrute constamment pour ce département-là. Elle dit, j'ai quelqu'un en avant de moi d'extraordinaire. C'est pour vrai, quelqu'un qu'on recherche et que tout le monde voudrait. Elle dit, je le sais qu'en l'envoyant dans ce département-là, il ne va pas survivre. Je le sais.
Puis pourquoi elle ne change rien? Parce qu'elle ne peut rien faire, parce qu'elle n'est pas Parce que le responsable de gestionnaire l'organe. qui est en place, ben écoute, là, faut mettre des guillemets là-dessus, mais des gestionnaires tueurs en série, ça existe, là. Tu sais, il est c'est un bon humain, là, mais comme gestionnaire, il n'y a personne qui veut le suivre. Il n'est pas sur la bonne chaise. Fait que dans cette chaise-là, ben, il peut tuer 20 collaborateurs l'année prochaine. Fait que c'est pour ça que, ben, elle dit, mais moi, elle dit, je le vois, tous les humains que j'envoie dans ce département-là, après 3 mois, ils quittent tout. Mais elle dit, quand j'arrive pour recruter l'autre après, je peux pas lui dire ça, il faut que je l'attire. Mais elle dit, je sais que dans tel département, il va survivre, mais dans tel autre département, il ne survivra pas. Fait qu'on voit l'impact du gestionnaire. Est-ce que le gestionnaire a compris son rôle, que le rôle d'un gestionnaire aujourd'hui, c'est d'être aligné envers la promesse que fait les RH d'une organisation? C'est sûr que la RH, elle peut te dire, viens chez nous, tu vas vivre une carrière incroyable, viens joindre la famille X. Mais si, quand j'arrive dans un département, j'ai retour en 82, bien là, c'est sûr qu'il y a un désalignement avec le pitch qui était fait à la base. Puis ça, on parlait dans un podcast passé de... Vous êtes tellement, surtout la nouvelle génération, la cohérence, là, pour vous, c'est non négociable. Tu m'as dit telle chose, je m'attendais à ça lundi matin. Finalement, c'est pas ça que j'ai vu. Et vous, là, c'est instantané, je pars. Puis moi, j'ai un client à Montréal, j'ai trouvé ça drôle. Il me dit, d'après moi, Martin, on n'est pas tout à fait alignés. Il dit, j'ai embauché un employé la semaine passée. Il est rentré lundi matin à 7 h. À 11 h, il s'est sauvé par une fenêtre. Oui, ça, c'est un peu triste, là. Là, écoute, Ça, c'est drôle. puis là, moi, de poser la question, pourquoi par la fenêtre, là? Il aurait pu sortir par la porte, là. Mais, On s'en pose toutes. ben, on s'en pose toutes. Mais ils me disent, nous, c'est des portes magnétiques. Fait que le gars, il avait une carte. Fait que là, ce qu'il a fait, ben, il voulait pas se faire pogner dans la porte avec sa carte. Fait qu'il a jeté la carte à terre et il est sorti par la fenêtre de l'expédition. Pourquoi il peut pas ouvrir la porte? Je ne sais pas. Écoute, Ça me lui, il a fait penser à une je histoire vais me faire personnelle tellement pogner, drôle. Je sais pas trop. Fait que, mais l'employé est vraiment quitté. Fait que ça, c'est quand même fou. Ça veut dire que son seuil de tolérance, il avait atteint la limite possible. Il pouvait même pas finir la journée, là. Après 2 heures, 3 Après heures. 2-3 heures, tu sais. Mais là, je pense que lui aussi a un enjeu en sens où Je suis d'accord. tu es capable d'aller voir Exact. ton supérieur pour lui dire je suis pas 100%, bien. À moins c'est que pour ça c'était que- vraiment un environnement toxique. Tout à fait d'accord. Puis ça, ça devait pas être si terrible que ça, tu sais. Surtout que quand j'ai connais ben le ouais, client. je l'ai rencontré, écoute, c'est un homme extraordinaire, tu sais. Oh, Mais il s'est passé quelque chose qui fait que lui, son seuil de tolérance, clairement, était très faible. Puis lui, il a pas trippé sur sa première journée. Fait que lui, il a appelé Minou, puis il a dit, Minou, attends-moi pour dîner, j'arrive. Là, tu sais, c'est comme complètement fou. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, mais c'est juste, ça, c'est un cas extrême. Puis je pense que le problème, il est des deux côtés, comme tu dis, Chloé, de toute évidence. Mais ça fait juste prouver que, tu sais, il y a une phrase qu'on dit dans une formation, l'abondance réduit la tolérance. Fait que ça, là, ce que je veux qu'on retienne, c'est l'abondance d'emploi réduit la tolérance à un gestionnaire que j'ai pas envie de suivre. OK? Puis ça, là, j'ai un exemple pour imager ça. Dans nos formations, on explique, pour les plus vieux, OK, qui nous écoutent en ce moment, on allait, il y a quelques années, au club vidéo. C'était l'affaire la plus fun au monde le vendredi. OK? C'était presque plus le fun de louer le film que de l'écouter. Mais, écoute, on louait un film. Moi, là, à l'époque, là, je restais à Granby avec ma femme. Là. OK? Là, je parle toujours de ma femme. Là. Oui, c'est là Mais que je c'est suis allé, parfait. West Side Mario's. dans l'autre on s'en podcast. souvient. Mais j'étais sur le boulevard Leclerc à Granby. Je sortais de chez nous. OK? Puis là, nous, ben, c'était juste pas assez loin pour que tu prennes une voiture. Fait qu'on partait à pied. On marchait, mettons, 15 minutes, aller louer notre film. Moins 42 degrés, 8 pieds de neige. Je louais mon film, je revenais à la maison, je m'installais, la petite couverte, le chien, tout le setup, le popcorn dans une affaire d'aluminium. Vous n'avez pas connu ça, vous autres? Oui. Ah ouais? OK. Ben oui, au chalet. Au chalet, OK, parfait. Mais je m'installais, là, puis je commençais mon film. Si après 30 minutes, je réalisais que le film que j'avais loué était de la merde, je l'écoutais jusqu'à la fin. Il y a une époque où, au Québec, on écoutait des films de merde jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je me branche avec Audrey sur Netflix. Si Audrey, elle n'aime pas le début de la toune, tu sais, qui commence, au début, ça l'aime pas, c'est fini, c'est mort. Fait que l'emploi est devenu la même chose. Il y a une époque où Martin de la Roseville, qui était soudeur dans une usine, il se sentait privilégié d'avoir une job. Puis oui, je l'ai fait, là, chercher. Puis là, écoute, les gars d'usine qui nous écoutent vont savoir de quoi je parle, là, mais le Westcott métrique, le sous-sol qui n'existe pas, la chaudière de steam, tous les classiques pour rire des nouveaux, je les ai toutes faites, là, Chloé, tout ça. Aucune idée de quoi je parle.
Pas du Mais tout. ça, c'est des classiques d'usine pour un peu un rituel pour rire du nouvel employé. On y fait faire des niaiseries qui n'existent pas. Mais je le faisais quand même parce que Martin de la Roseville, en 98, il était content d'avoir une job. Mais aujourd'hui, 160 000 emplois, je suis pas sûr que j'aurais cherché le Westcott métrique puis le sous-sol qui n'existe pas. Je suis pas sûr. J'aurais peut-être embarqué dans mon char puis je serais parti chez nous. Ou la fenêtre. Ou la fenêtre. Ah, je suis pas sûr, je suis pas trop le genre fenêtre, mais en tout cas. Mais c'est juste pour prouver qu'il y a une réalité, un peu ce qu'on a fait avec le film, où on... Tu sais, moi, je dis toujours à mes clients, je vous donne une feuille, là, je vous donne 20 minutes pour que vous m'écrivez des bonnes raisons d'écouter une série sur Netflix que j'ai pas envie d'écouter. Fait que là, il y en a tout un qui me dit, si ta femme décide d'écouter une série, parfait, c'est la seule raison. Mais honnêtement, c'est la seule que je vois. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Fait qu'aujourd'hui, regarder un employé, puis l'obliger à rester en arrière d'un gestionnaire qu'on n'a pas envie de suivre, c'est aussi con pour lui dans sa tête que moi d'essayer de me forcer d'écouter une série sur Netflix que j'ai pas envie d'écouter. Mais là, non, je vais y aller. Comment qu'on fait, là? Parce que moi, la seule question que j'ai en ce moment, c'est qui qu'on veut suivre? Tu sais, c'est qui le gestionnaire qu'on veut suivre? Y a-t-il un élément clé qui les différencie, ces gestionnaires-là? Il y a 3 qualités. Puis aujourd'hui, je vais vous en dire une. OK? Il faut quand même que je veux que le monde continue de nous écouter. Fait que... Mais la qualité numéro 1, c'est l'humilité. Puis ça, là, on sous-estime. On pense que c'est quelqu'un de compétent, on pense que c'est quelqu'un d'inspirant, on pense que c'est quelqu'un... Pas tant. Est-ce que mon gestionnaire est quelqu'un de humble? Puis pour vrai, ce qui est cool de l'humilité, c'est que quand tu suis quelqu'un qui est humble, tu vas accepter qu'il fait des erreurs. Mais un orgueilleux qui se plante, et qu'on aime ça. On y pardonne pas, pantoute. Mais moi, je dis toujours aux gestionnaires, développez cette qualité-là. Ce qui est cool, vous allez avoir le droit de vous planter après. Puis votre gang ne vous lâchera pas. Mais ça, là, c'est fou à quel point que l'humilité est devenue une qualité qui a tellement de puissance dans le leadership. C'est malade mental. Je vous le dis, là, je pense à des gestionnaires, là, je pense à Ghislain de Groupe Rainville. Son groupe, c'est extraordinaire. Ça marche, son affaire, ça n'a pas de bon sens. Il fait des acquisitions, tout ce qu'il touche, il transforme ça en or. Ce gars-là, c'est tellement humble, ça n'a même pas de maudit bon sens, là. Puis, je vous le dis, j'ai marché son plancher avec lui, là. J'ai jamais vu une équipe suivre avec autant de fierté un homme, c'est complètement fou. Puis, tu sais, moi, là, je veux dire, je suis pas bon dans grand-chose, mais quand j'arrive dans une usine maintenant, parce que moi, je m'occupe du secteur industriel, je peux vous le dire, là, je descends sur le plancher. Je fais juste marcher le plancher, puis je me mets volontairement 5-6 pieds en arrière. Juste pour regarder les yeux de l'équipe quand les regards se croisent. Là, quand hop, je me reviens, puis hop, le boss est là. Ça me prend 10 minutes, puis je peux déjà vous faire un bilan du plancher. Je le sais. Ça se détecte, l'humain qu'on a envie de suivre. C'est fou, je le vois tout de suite dans le regard de l'équipe. Fait que c'est pour ça qu'il y a 3 qualités qui sont majeures, mais la première et la plus importante, c'est l'humilité. C'est tellement intéressant. Mais j'aurais vraiment pas pensé ça, moi. J'aurais pensé le charisme, je pense, ou juste comme... Mais ça fait tellement de sens. Ben oui. Tu sais, on a bien beau pas penser que ce serait ça. Quand tu le dis, ça fait tellement de sens. Parce que les gestionnaires que j'ai le plus apprécié suivre, c'est entre autres ceux qui sont humbles ou très authentiques. Tu sais, puis qu'il y a une manière de ça se l'être. rapproche beaucoup, hein? Mais moi, le questionnement que ça soulève en moi, c'est une personnalité qui est très... j'ai peut-être pas les bons mots, mais tu sais, des fois, tu as des gestionnaires, justement, qui ont vraiment confiance en eux, puis qui sont un peu, justement, tête enflée, puis tout. Ce gestionnaire-là, il faut qu'il travaille son humilité pour que son équipe veuille le suivre, ou il y a comme un autre moyen pour lui d'y arriver. Parce qu'il y a comme un profil de personnes, tu sais, je pense à des gens, des fois plus cartésiens, dans le monde financier, tu sais, des fois, c'est plus rare, là, de trouver des personnes humbles. On a accompagné des bureaux d'ingénieurs, là. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas... On dirait que c'est comme pas un profil propice à être si humble que ça. Ben, écoute, pour vrai, j'ai pas une réponse si intelligente parce que là, c'est une grande question, OK? Mais je veux juste réaligner quelque chose. Humilité ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Non, c'est clair. Tu sais? Fait que souvent, on a l'impression qu'humilité, c'est quelqu'un qui s'écrase le dos rond puis qu'il manque de courage. Non, un peu. Là. Moi, je connais des personnes humbles, mais avec un courage de béton. Fait que faut faire attention parce que ça, manquer de courage, pas être capable d'adresser les choses,
non, ça ne compensera pas même si tu es humble. OK? Ça fait partie. D'ailleurs, là, tu m'amènes, tu n'as pas le choix, tu m'amènes dans un des deuxièmes. Le deuxième point, c'est le courage. Quelqu'un qui est humble et courageux, là, on a deux des trois notions les plus importantes. On commence à s'approcher de la recette. Fait que là... va falloir découvrir comment la faire, là, c'est ça? Exact. Mais humble et courageux, là, on en a 2 sur 3. Fait que c'est pour ça que tu as raison, il faut faire une nuance dans qu'est-ce qu'on adresse comme humble. Mais on parle d'une qualité qui c'est quand même profond dans l'être humain, l'humilité. Puis de dire, écoute, je vais prendre quelqu'un de très orgueilleux et je vais le transformer en quelqu'un de humble. Là, on parle d'un gros projet. Et puis, pour vous, la longueur, rentabiliser ça, rendre quelqu'un humble. Mais tu sais, là, je pense en chiffres, là, je pense moi en humain, Exact. Ah non, mais moi, je me dis aussi d'adresser ça à un gestionnaire, de dire à quelqu'un, ben, t'es pas assez humble. Ouais. Mais c'est pas tant de l'adresser, c'est plutôt de démontrer les avantages que ça pourrait lui donner sur son équipe d'être humble. Je vois. J'imagine qu'à travers les prochains mini-épisodes, on va expliquer aux auditeurs, tu vas nous expliquer comment qu'on travaille notre humilité pour ceux et celles qui la maîtrisent moins. Fait que ça, c'est très cool, c'est très intéressant, ça fait beaucoup de sens. Puis je veux juste revenir un petit peu là, mettre l'accent sur le point que tu as soulevé plus tôt, mais tu l'as quand même mentionné à quel point c'est important, mais la différence entre les ressources humaines puis le gestionnaire, je veux vraiment comme le rappeler là, aux auditeurs pour qui c'est pas rentré encore là en ce moment. Il y a une grande distinction entre les ressources humaines puis le gestionnaire en termes de qui gère quoi par rapport à la fidélisation d'un employé. Puis il faut comprendre qu'avec Martin, avec Team Factory, c'est vraiment des épisodes qui sont principalement focusés sur le gestionnaire. Puis on est moins dans les ressources humaines. Donc, la distinction est importante. Puis ça m'amène à une question que j'ai pour toi, Martin. Penses-tu que la majorité des gens qui travaillent en RH savent eux-mêmes qu'il y a une si grande distinction où il y a beaucoup de gens en RH qui sont même pas conscients qu'il y a un volet qui leur appartient pas? C'est une bonne question. Je pense que le RH, par défaut, le sait. Mais souvent, on l'a tellement pas écouté. La personne, ça fait 1000 fois qu'elle dit que tel gestionnaire, il est peut-être pas sur la bonne chaise. Puis je pense qu'ils ont tellement pas été écoutés alors que c'était tellement brillant ce qu'ils disaient qu'à un moment donné, ils se sont un peu résignés à cette réalité-là où moi, écoute, je dois faire des miracles, puis on va essayer de mettre du yoga en place pour essayer de rendre le monde heureux. Puis là, à un moment donné, ils se sont perdus dans des pratiques qui n'ont pas tant d'impact au final. Mais à la base, moi, je peux vous le dire, quand je dis ça au RH, j'ai probablement 8 RH sur 10 qui fait « je le savais ». J'ai toujours pensé ça, tu sais. Mais... Ils le sentent parce qu'eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont sont pas conscients. Absolument. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le pouvoir. Exact. C'est pour ça que moi, je me fais le porte-parole de ces gens-là parce qu'ils font un travail exceptionnel. C'est pas évident aujourd'hui de faire du recrutement. En plus de... Là, écoute, ça s'améliore, OK? L'après-COVID, ça a été un bordel total. Là, écoute, on reste toujours en période de pénurie de main-d'œuvre, mais on commence à avoir un peu plus de choix. On commence à avoir une meilleure qualité de personnel disponible. Mais ça reste que c'est une mission qui doit être en équipe avec le gestionnaire. Fait que tant mieux si en ce moment notre RH a un marché qui est plus favorable au talent, parfait. Mais raison plus que je me responsabilise en tant que gestionnaire puis dire « Hey, c'est une super opportunité. » Puis moi, quand la RH va m'envoyer un talent dans mon équipe, je vais m'assurer d'y donner une vision long terme. Ça, c'est là qu'il y a vraiment un binôme très, très fort. Puis je le vois dans les organisations, quand il y a une cohérence entre les ressources humaines et les gestionnaires, c'est fou à quel point que l'entreprise est plus performante. Fait que c'est pour ça que rapidement, dans ce podcast-là, on met les mots là-dessus. Parce que ça, c'est la base. Parce que si on ne dit pas les choses, puis qu'on essaye au feeling, non. La base, c'est ça. Fait que dans les premières questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'en ce moment, ma posture d'organisation, est-ce que vraiment c'est aussi tranché et clair? Bien là, c'est ça, là, ça va mettre la base au reste. Là, mettons, moi, là, j'arrive au salon, puis là, je sais très bien que moi, mes gestionnaires sont pas au courant que c'est ça le job, là.
Moi, je viens d'apprendre que c'est ça le job, finalement. Tu sais, c'est pas de faire des commandes, puis c'est pas de gérer des horaires, puis tout ça. C'est de fidéliser l'équipe. Je fais quoi, là? Je les assis au bureau, puis je suis comme... Là, les girls me connaissent, là. Tu sais, c'est vraiment... On est une petite équipe, fait qu'on est proche, là. Je pense pas dans une grande entreprise, mais je suis comme... Là, les girls, voici votre nouvelle tâche. Aujourd'hui, vous fidélisez l'équipe, puis là, vous êtes maintenant responsable de ça, puis OK, comme... Camille, on va se calmer. Là, on va améliorer le packaging. Là, ça se peut qu'ils ont la chienne. Là. Mais écoute... L'idée, c'est un processus. Parce que là, bon, Camille, peut-être que là, tu viens... Là, je réalise. Ben là, tu viens de réaliser. Fait que là, bon, là, si toi, tu viens de le réaliser aujourd'hui à Drummondville, mais faut pas prendre pour acquis que ta gang à Sherbrooke, qui ont caché la patente, là. Non, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut les amener avec intelligence et stratégie, tu sais. Mais ça s'adresse, hein, de dire, écoutez, les amis, je viens de réaliser, là, le rôle que vous avez en tant que gestionnaire dans mon organisation. C'est vrai qu'on tombe souvent dans un rôle opérationnel. Souvent, c'est ça. Mais de les amener tranquillement, pas vite, à partager tes réflexions puis à grandir avec eux, puis de dire, écoutez, là, je viens d'apprendre ça, j'aimerais ça qu'on commence à se faire des stratégies ensemble. Et évidemment, tu t'inclus dans le processus parce que tu viens de l'apprendre toi aussi. Mais de dire là, je viens de réaliser la puissance qu'on a sur notre équipe, moi envers vous, puis vous envers l'équipe de terrain, c'est malade. Je viens de réaliser que c'est moi qui ai le potentiel de bâtir la fierté d'une équipe, puis vous, la fierté de bâtir la fierté de vos équipes. Puis de partager cet apprentissage-là, ça peut être un super beau processus. Puis ça va se faire étape, comme pour toi personnellement, puis autant pour eux. Mais je pense que je verrais ça comme un projet d'équipe. C'est une belle discussion honnête, là, puis dire, hey, ça m'a frappé aujourd'hui. Je pense qu'on est une gang qui est trop dans l'opérationnel. Puis pour vrai, à la base, si on a le cœur de notre monde, ça va faciliter les opérations. Pousser des opérations puis de la qualité d'opération avec une gang pas tatouée, ça, c'est compliqué. Mais quand tu as une gang tatouée, les opérations, c'est drôle, ça va pas mal mieux. Fait que c'est juste d'aligner les choses dans le bon sens. Puis je pense que ça peut être un super process d'équipe de fou, là. Mais oui. Très d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, ça m'amène à soulever un autre point. Il y a aussi le fait que, comme tu dis, ça doit être progressif, ce shift-là, parce qu'il ne veut pas, il y a aussi des conséquences financières, dans le sens que, comme l'exemple que tu donnes, Cam, toi, tu as 2 gestionnaires dans ton équipe. Tu peux pas arriver demain et dire, les filles, c'est fini, vous, les opérations, vous allez juste travailler sur la fidélisation de l'équipe parce qu'elles gèrent des tâches qui ont besoin d'être gérées. Ou en même temps, là, je leur dis ça. Quelles actions tu veux qu'ils prennent de même? Tu sais, comme, c'est ça, que les gens aient envie de ça. Fait que, là, c'est sûr que ça va soulever juste plus de questions ou juste plus de pression sans trop savoir quelles actions mettre en place. En effet. Mais moi, je donnerais 2 petits trucs. C'est que souvent, notre staff de gestion, pourquoi ils sont si focusés opérations? C'est parce que quand on leur parle d'opérations. Ben oui. Souvent, on va leur parler de résultats financiers, d'opérations, d'inventaire, de maximiser les horaires, Fait que ils vont pas le développer par eux autres mêmes, par magie, ce sens-là. Fait que si on veut commencer à en créer une ADN qui est basée sur la fidélisation des équipes, il va falloir que dans des meetings des meetings que tu fais déjà, là, on ne parle pas de rajouter des meetings, mais de laisser un espace à parler de comment ça va notre équipe. Y a-t-il quelque chose en ce moment qui atteint la fierté de notre équipe? Comment ça se passe? Y a-t-il du monde qu'on pense perdre? Là? On peut-tu travailler en mode prévention? Puis en passant, dans les podcasts qui s'en viennent, on va s'outiller. Comment on fait pour aller tatouer puis chercher le cœur de quelqu'un? C'est pas si compliqué, les amis. Là. OK? On revient, tu sais. Moi, j'aime ça. Mon partenaire français dit tout le temps, la plus grande des innovations, c'est souvent le retour aux fondamentaux. On arrête de réinventer la roue, là. Tu sais, le fait que l'humain, ça reste un humain qui coupe les cheveux, qui travaille chez Team Factory, qui fabrique un produit, qui vend des autos. C'est le même humain, là. Fait que c'est pour ça que, mais d'intégrer un moment où on va vraiment parler de nos humains, puis de se laisser un temps important dans notre rencontre, où d'habitude, on n'a jamais le temps pour ça. Puis quand on va évaluer nos gestionnaires annuellement, est-ce qu'on va parler de ça? Challenger leur taux de rétention qu'ils ont eu dans la dernière année, puis qu'ils vont voir que, oh, OK, ça a vraiment de l'importance pour Camille, là, parce que là, c'est rendu qu'elle évalue ma performance sur ma capacité de fidéliser mon monde. Mais là, c'est sûr que là, à un moment donné, tu vas l'intégrer dans l'ADN, puis c'est sûr que ça prend du temps. Mais après quelques mois, c'est pas trop long que là, Camille, à chaque meeting, elle me demande des comptes sur l'état de mon équipe, puis de la vision long terme de mon team, etc. Puis annuellement, elle nous évalue là-dessus en plus. Puis elle est rendue qu'elle évalue notre taux de rétention personnelle. C'est pas trop long. Tu fais un tour de roue, 1 année, 1 année et demie, c'est rentré dans l'ADN. Puis là, c'est important, la constance. Puis que toi, Camille, tu gardes le focus là-dessus. Pour les gens qui aiment ça aller vite, là, 1 an et demi, c'est pas si long que ça. Là. C'est pas si long. Slow down, la gang. Exact. Là. Mais tu sais, il va déjà avoir des étapes qui vont se mettre en place avant. Ben oui. Mais
on parle de vraiment le visser dans l'ADN comme il faut, ben, quand il voit que Camille garde une constance dans sa priorité humaine, ben, à un moment donné, ben, c'est pas trop long qu'on embarque là-dedans. Très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Martin, pour cet épisode aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment pertinent. Ça m'a soulevé beaucoup de questions. Oui, c'est ça. On a déjà appris des belles affaires. Là. Dans 2 semaines, on parle d'un autre angle très intéressant, l'aspect financier. Exact. On a commencé à en parler un petit peu, mais on va pousser un petit peu plus. Parce qu'encore là, moi, j'aime ça un peu de découdre. Ça fait longtemps qu'on dit des employés tatoués, fidélisés, ça fait des entreprises performantes. Bon, on va arrêter de le dire, là, on va s'arrêter vraiment sur comment ça se mesure, ça. Puis c'est quoi le potentiel financier dans mon organisation à bâtir la fierté d'une équipe? Très cool. J'ai hâte. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les premières capsules, les premiers épisodes avec Martin. Tu m'as corrigé là-dessus. Ouais, on dit pas ça. capsule. C'est ça, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ben, je vous invite à retourner dans le passé. Il y en a déjà une autre de sortie. Et en plus, avant ça, on a fait un épisode d'1 heure avec Martin pour vous le présenter, que vous appreniez à le connaître et son parcours. Alors voilà, sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt.